Un seul homme peut-il vraiment incarner à la fois, disons, le patriotisme le plus pur et en même temps le nationalisme le plus inquiétant? C'est la grande question que pose l'histoire du professeur Ai Eugene, une figure qui, encore aujourd'hui, divise profondément la Chine. Voilà, la dignité n'est que sur le fil de l'épée, la vérité n'est qu'à portée de canon. Ça vous donne le ton. Ces mots, ils résument assez bien toute la pensée d'Ai Eugene, qui a été l'un des profs les plus populaires, mais aussi l'un des plus controversés de la Chine moderne. Alors la question, c'est qui était vraiment l'homme derrière ce message si martial? Ok, alors pour vraiment comprendre le personnage et surtout l'ampleur du phénomène, je pense qu'il faut d'abord se mettre à la place de ceux qui l'adoraient, c'est-à-dire ces millions d'admirateurs. Parce que oui, Ai Eugene, ce n'était pas juste un prof d'université parmi d'autres. Non, c'était un véritable phénomène. Une sorte de superstar du web dont les cours sur la théorie militaire, attention, sont devenus complètement viraux. Ce qui, pour un sujet aussi sérieux, est quand même assez fou. Et quand on dit viraux, on parle de chiffres impressionnants. Ces vidéos sur des plateformes comme Bilibili ont cumulé bien plus d'1 million de vues. C'est énorme. Ça a créé une véritable communauté de fans, de fidèles, en ligne. Et ses partisans, eh bien, ils le vénéraient, littéralement. Ils lui ont donné toutes sortes de titres. Seigneur Ai, professeur Ai, le professeur du peuple. Il y en a même qui disaient « Ces paroles me rendent les os plus durs ». Ça en dit long, non? On voit bien que son message touchait vraiment une corde sensible, qu'il y avait une vraie attente pour ce genre de discours. Alors justement, c'était quoi ce message qui résonnait si fort? Eh bien, c'était un appel vibrant à la fierté nationale, à la force de la nation. Pour ça, il allait constamment puiser dans l'histoire, dans la grandeur passée de la Chine. Son objectif, c'était de restaurer la confiance, de dire à ses compatriotes de ne plus avoir de complexe d'infériorité culturelle. Et il avait même un terme pour ça, un terme assez fort, la philosophie d'esclave. C'est comme ça qu'il appelait ce qu'il voyait comme une admiration un peu aveugle, sans critique, pour la culture occidentale. Pour lui, par exemple, le fait que l'anglais soit si important dans l'éducation chinoise, c'était un signe de faiblesse. Mais voilà, pendant que des millions de gens étaient inspirés par ces mots, un tout autre discours, une toute autre vision du personnage était en train de se construire. Autour des mêmes paroles, exactement. Et on bascule maintenant de l'autre côté du miroir. Parce que bien sûr, cette vision était loin d'être partagée par tout le monde. Pour ses critiques, Ai Eugene n'était pas du tout un patriote. C'était un extrémiste et même un extrémiste dangereux. Le patriote contre le faucon. Franchement, ces deux surnoms résument tout. Ils montrent bien le fossé, l'énorme fossé entre comment il était perçu par ses fans et comment ses critiques, surtout à l'étranger, le voyaient. Et quand on écoute certaines de ses déclarations, on comprend pourquoi. Tenez, écoutez ça. Si la nation chinoise veut devenir forte et prospère, la première chose qu'elle doit faire est de détruire le Japon. Là, pour ses détracteurs, on n'est plus du tout dans le patriotisme. C'est juste de l'incitation à la haine, pure et simple. Et avec les États-Unis, c'était pas mieux. Sa rhétorique était tout aussi, disons, jusqu'au boutiste. Il disait en gros, n'ayez aucune illusion sur les États-Unis, ils veulent juste vous détruire. Pour lui, c'était un jeu à somme nulle, soit eux, soit mou. Mais attention, les critiques ne portaient pas seulement sur son ton agressif. Non, ça allait bien plus loin. Elles s'attaquaient au cœur même de sa crédibilité en tant que prof, en tant qu'universitaire. On lui reprochait son interprétation de l'histoire, comme quand il disait qu'il n'y avait pas de corruption sous Mao, ce que ses critiques qualifiaient de fantasme. On remettait aussi en cause la fiabilité de ses sources, l'accusant carrément d'utiliser des forums Internet comme base pour ses travaux. Et sur les forums en ligne, à l'international, comme sur Reddit, alors là, la critique devenait carrément virulente. On est très loin du débat d'idées. Certains commentaires étaient d'une violence inouïe, comme celui-ci. Sa mort prématurée a été sa plus grande contribution. C'est assez parlant de l'animosité qu'il pouvait susciter. Bon, d'un côté, on a un héros, de l'autre, un monstre. Comment est-ce qu'on peut essayer de réconcilier ces deux portraits qui sont si radicalement opposés? Il faut regarder la fin de sa vie. En 2014, on lui diagnostique un cancer de l'estomac. Mais il continue d'enseigner, parfois jusqu'à s'effondrer en plein cours. Ce dévouement, évidemment, ça a encore renforcé l'admiration de ses partisans. Il est décédé en avril 2016, à 58 ans, mais sa mort n'a absolument pas calmé les choses. Bien au contraire, le débat en ligne autour de lui n'a fait que s'amplifier. Et c'est peut-être ça, la clé. Au final, cette controverse autour d'Ai Eugene, elle ne parle pas que de lui. Elle est le symptôme, le reflet d'un débat bien plus vaste, un débat que la Chine mène avec elle-même. Parce que son histoire, c'est comme un prisme. À travers lui, on voit toutes les grandes questions qui traversent la Chine d'aujourd'hui.
Quelle vision de l'histoire faut-il avoir? Quel est le rôle du nationalisme dans l'éducation? Comment gérer le pouvoir d'Internet qui peut créer des idoles et les détruire? Et surtout, où se situe la frontière, si fragile, entre le patriotisme et l'extrémisme? Alors, au fond, est-ce que l'histoire d'Ayu Jin, c'est l'histoire d'un seul homme, ou est-ce que c'est le miroir de toute une nation qui se cherche? Les réactions si polarisées qu'il a provoquées, elles nous en disent peut-être finalement plus sur son public, sur la société chinoise, que sur le professeur lui-même. La question, elle, reste totalement ouverte. Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui, on va plonger dans des sources vraiment fascinantes. On va voyager de la Chine ancienne jusqu'à des débats contemporains, disons, assez vifs. Bonjour. Oui, un grand écart temporel et thématique, exactement. Et pour donner une idée de la tension qu'on va explorer, écoutez juste cette phrase. Elle est attribuée à un universitaire chinois moderne, Ai Yujin. Il dit « La dignité n'existe que sur le fil de l'épée. La vérité ne se trouve qu'à portée de canon. » Oui, ça frappe, c'est direct. Ça pose une ambiance, on peut dire, assez martiale, non? Tout à fait. C'est une affirmation brutale dans son genre. Ça reflète une vision du monde très axée sur la puissance, ce qu'on appelle parfois la réelle politique. C'est ça. La politique basée sur les forces, les intérêts, plus que sur les idéaux, quoi. Et c'est intéressant parce que ça contraste d'emblée avec la prudence, souvent, de notre source principale, le fameux art de la guerre de Sun Tzu. Voilà, on y est. C'est le cœur de notre exploration. D'un côté, on a ce texte millénaire, l'art de la guerre, un pilier, on peut dire, de la pensée stratégique mondiale. Absolument incontournable. Et de l'autre, des écrits, des conférences, des notes sur Ai Jin, ce professeur connu pour son enseignement passionné, très patriotique, et cité souvent Sun Tzu d'ailleurs. Oui, mais avec des interprétations et des déclarations assez enflammées qui ont déclenché pas mal de polémiques, il faut le dire. Donc, notre mission, si on peut dire, Notre objectif, oui. c'est de décortiquer un peu la sagesse stratégique de Sun Tzu. Ses idées sur la préparation, la conduite de la guerre, la stratégie, enfin, tout ça. Et de voir comment elles résonnent encore, ou comment elles sont transformées aujourd'hui. Le cas d'Ai Jin, c'est une loupe parfaite pour ça, en fait. Une application moderne, très nationaliste. Voilà. Et qui soulève des questions complexes, compliquées. Et juste pour bien saisir l'importance de l'art de la guerre, rappelons son statut, il fait partie des Wujing Qishu. Les 7 classiques militaires, oui. C'est pas rien. C'est un peu le panthéon des textes fondateurs pour des générations de penseurs militaires, politiques en Chine. Absolument. Une référence centrale. Alors commençons par le commencement. Qui était ce Sun Tzu? Ou Sunu, c'est son vrai nom, c'est ça? Oui, Sunu. Alors, les infos qu'on a suggèrent qu'il venait d'une lignée noble, aristocratique, descendant d'une figure connue de l'état de Qi, Chen Wan ou Tian Wan. D'accord. Et il aurait quitté son état d'origine, Qi, pour aller servir l'état de Wu. Et là, il y a un détail assez étonnant, je trouve. Ah oui, lequel? Il semble qu'il ait écrit son traité avant d'avoir eu une expérience majeure de commandement sur le terrain. Attends, ça c'est curieux. D'habitude, on imagine le général victorieux qui écrit après ses batailles, non? Mais exactement. Pour raconter, pour analyser. Exactement. C'est souvent ça le schéma. Lui, il aurait théorisé d'abord. Mais comment c'est possible, ça? C'est une excellente question. Peut-être que sa formation, son intelligence, son analyse des conflits de son temps, ça lui a permis de synthétiser des principes avant même de les appliquer à grande échelle. Une sorte de stratège en chambre, au début. Peut-être. En tout cas, c'est après avoir présenté son livre au roi Lu de Wu qu'il aurait eu l'occasion de prouver ses théories. Et c'est là qu'arrive la fameuse anecdote. Ah, celle avec les femmes du palais. Oui, et l'entraînement des concubines. Bon, c'est peut-être enjolivé, mais c'est très significatif. L'histoire où il doit les transformer en troupes disciplinées, et comme elle rigole, il fait exécuter les 2 favorites du roi pour l'exemple. C'est ça. Radical, hein? Ah oui, radical. Efficace, sans doute, mais brutal. Brutal, oui. Mais pour Sun Tzu, ça illustrait une qualité clé du chef, la rigueur, la discipline absolue. C'est ce qu'il appelle yen en chinois. Yen, la rigueur. C'est l'une des 5 vertus cardinales du général. Il y a aussi la sagesse, ji, la crédibilité, sin, l'humanité, ren, et le courage, yong. 5 qualités, et la plus importante pour lui. La sagesse, J-N,
C'est elle qui chapeaute tout le reste, en quelque sorte. D'accord. Alors, explorons un peu ces fondations stratégiques. Le premier chapitre, de l'évaluation, Ji Pian. Il donne tout de suite le ton sur la gravité de la guerre. Ah oui, tout de suite. Il le dit clairement. La guerre, c'est pas un jeu. C'est une affaire d'état-majeur. C'est une question de vie ou de mort. La survie ou la ruine, carrément. Voilà. Et cette prise de conscience, ça doit mener à une prudence extrême avant de se lancer. C'est le chêne Jean. Il faut réfléchir à 2 fois. Ne pas y aller à la légère. Exactement. Et pour évaluer, justement, s'il faut y aller ou pas et comment, il propose ce cadre d'analyse célèbre. Les 5 facteurs. Tu peux nous les rappeler? Bien sûr. Alors, il y a Dao, la voie, c'est l'harmonie peuple souverain, l'unité morale. Ok. Tian, le ciel. Là, c'est les conditions temporelles, la météo, le bon moment. Di, la terre, le terrain, les distances, la géographie, quoi. Le ciel et la terre, donc. Voilà. Ensuite, Jiang, le commandant, avec ses qualités, les 5 vertus dont on parlait. Mhm. Et enfin, Fa, la méthode, l'organisation, la logistique, la structure de commandement. Donc si on analyse ces 5 points chez soi, et chez l'adversaire, il parle de 7 comparaisons, je crois. Oui, cette comparaison pour évaluer les chances. On pourrait presque deviner le vainqueur avant la bataille. C'est assez fou comme approche rationnelle. C'est l'idée. Prédire pour mieux décider. Mais alors, comment on concilie l'exigence de crédibilité, Sin, pour le général, avec cet autre concept clé qui vient juste après, l'art de la tromperie, Guidao. Il n'y a pas une contradiction là? Bonne question. C'est subtil. La crédibilité, Sin, elle s'applique d'abord, je pense, envers ses propres troupes, son propre camp. Tenir sa parole, être fiable, quoi. Ok, en interne. Voilà. La tromperie, Guidao, elle vise l'ennemi. Sun Tzu est très clair là-dessus. Toute guerre est fondée sur la tromperie. Ah oui. Il faut cacher ses forces, faire croire qu'on est faible, paraître loin quand on est proche, et surtout frapper là où l'autre ne s'y attend pas du tout. Gongchi Boubé, Chuki Bouye. Attaquer l'inattendu. Exactement. Donc la crédibilité interne, ça donne la cohésion pour pouvoir appliquer la tromperie externe efficacement. C'est pas incompatible en fait. Je vois. C'est une dualité intéressante. Bon, après l'évaluation, Sun Tzu devient très pragmatique sur l'engagement lui-même, le chapitre Zuojon Pian. Et il insiste beaucoup sur un truc très terre-à-terre, le coût. Le coût de la guerre. Et c'est crucial, et souvent oublié, même aujourd'hui. Il donne presque des chiffres. Une armée de 100 000 hommes, ça coûte 1000 pièces d'or par jour. Ah oui, quand même. Il décrit l'épuisement des finances, la pression sur le peuple. C'est un avertissement incroyablement moderne sur le fardeau économique, social des conflits. D'ailleurs, le matériel qu'on a consulté fait le lien avec des exemples plus récents. L'invasion du Koweït par Saddam Hussein ou la guerre en Irak de Bush. Oui, on peut lire ça comme des cas où cette dimension du coût exorbitant, humain et financier, a peut-être été sous-estimée au départ, avec les conséquences qu'on connaît. Un avertissement de Sun Tzu qui reste pertinent, tout à fait. Et cette conscience des coûts, ça mène Sun Tzu à un autre principe fondamental. Il faut une victoire rapide. Su Chan-li, la rapidité. Oui, il le dit clairement. La guerre apprécie la victoire rapide, non la durée. Une campagne qui s'éternise, ça démoralise, ça épuise les ressources, ça enlise l'armée. C'est mauvais. Mais alors, comment on explique des stratégies comme celle de la guerre prolongée de Mao Zedong? Lui, il misait justement sur la durée pour user l'ennemi, non? Ah, mais c'est une nuance importante. La stratégie de Mao, c'était essentiellement défensive. C'était pour une force au départ plus faible, les communistes, contre un ennemi plus fort, les nationalistes, puis les Japonais. D'accord. L'idée, c'était de céder du terrain, mais pour gagner du temps, pour harceler, mobiliser le peuple et finalement inverser le rapport de force. Sun Tzu, lui, dans ce chapitre, il parle plutôt d'une armée qui prend l'initiative, une offensive. Et là, oui, il faut chercher une décision rapide pour éviter l'enlisement. Logique. Les contextes sont différents. Voilà, les contextes dictent les stratégies. Autre point très pragmatique de Sun Tzu, l'idée de vivre sur l'ennemi. Yin, Liang, Yudi. Oui, utiliser les ressources prises à l'ennemi, la nourriture, le matériel, les armes, pour approvisionner sa propre armée. L'avantage est double en fait. Ah oui.
Ben oui, on soulage la logistique de son propre camp, on pèse moins sur son propre peuple. Et en même temps, on affaiblit l'adversaire en lui prenant ses ressources. C'est très rationnel. On retrouve un écho de ça chez Mao d'ailleurs, avec ce slogan « L'ennemi nous fournit nos armes ». Ça montre bien que l'idée reste pertinente. Tout à fait. Et finalement, Sun Tzu insiste sur « la victoire doit servir à se renforcer ». Shengdi erre Iqiang. Gagner pour devenir plus fort. Exactement. Chaque succès doit être capitalisé. Prendre des ressources, intégrer des prisonniers si on peut leur faire confiance, saper le moral adverse. Tout ça doit augmenter sa propre puissance pour la suite. C'est une vision dynamique. La victoire nourrit la victoire. Bon, tout ça explique bien pourquoi l'art de la guerre a traversé les âges, pourquoi il est dans les 7 classiques militaires, et pourquoi il influence encore partout dans le monde. Les documents qu'on a lus mentionnent même un appel d'offres récent du Pentagone. Ah oui? Pour fournir des traductions du livre aux pilotes de l'US Air Force. Incroyable, mais ça ne m'étonne qu'à moitié. Sa portée est immense, bien au-delà du militaire d'ailleurs. Ses concepts sur l'analyse, la planification, l'adaptation, la psychologie, c'est étudié dans les affaires, la politique, la diplomatie. Même pour la stratégie personnelle parfois. Oui, tout à fait. Cette influence durable, eh bien, ça nous amène naturellement à la question comment ces idées vivent aujourd'hui. Et c'est là qu'intervient notre deuxième personnage, He Eugene. Comment cet universitaire, lui, il s'insère dans cet héritage? Alors, He Eugene, c'est un personnage fascinant et, il faut le dire, assez clivant. C'était un professeur à l'université Nankai, à Tianjin, et il y a créé un département d'études militaires, ce qui est déjà assez particulier pour une grande université civile en Chine. D'accord. Il est devenu célèbre pour ses cours, ses conférences, décrits comme électrisants. Il mélangeait histoire militaire, patriotisme très exalté, analyse de la pensée de Mao et des critiques très virulentes aussi. Contre qui? Contre ce qu'il percevait comme les faiblesses de la Chine ou les menaces extérieures, il visait surtout le Japon et les États-Unis. Le matériel donne quelques détails sur sa vie qui dessinent un personnage intense. Issu d'une famille de révolutionnaires, il va à vélo jusqu'à Pékin à 17 ans pour pleurer Zhou Enlai en 76. Oui, un périple assez incroyable. Il continue à enseigner avec passion malgré un cancer de l'estomac, qui va l'emporter jeune, en 2016, à 58 ans. Ça donne l'image de quelqu'un de totalement investi, quoi. Classique, Sun Tzu inclus, mais surtout l'histoire chinoise. Les gloires passées, comme la dynastie Lu Tang, Oui, les humiliations, comme les guerres contre le Japon, les succès de Mao, tout ça pour galvaniser ses étudiants, pour appeler à un renouveau de la puissance chinoise. Et c'est dans ce cadre qu'il faut replacer sa fameuse phrase « La dignité au fil de l'épée, la vérité à portée de canon ». Est-ce qu'on peut voir ça comme une simple application de Sun Tzu à notre époque? Ou c'est autre chose, une lecture très orientée? c'est toute la question, justement. On pourrait y voir un écho radicalisé de l'insistance de Sun Tzu sur le fait d'être fort, d'être préparé. D'accord. Mais là où Sun Tzu met l'accent sur la force comme un moyen pour atteindre un but, idéalement la victoire sans combat, He Eugene, lui, semble parfois la présenter comme une fin en soi, ou en tout cas comme la condition première pour exister, pour être respecté sur la scène internationale. Une vision très conflictuelle des relations internationales, en fait? Oui, très ancrée dans une lecture dure des rapports de force contemporains, ce qui nous mène directement à l'aspect le plus controversé, son nationalisme très fort et ses déclarations parfois extrêmes. Les documents parlent de ses critiques contre l'hégémonie américaine, le militarisme japonais. Oui, et là, il faut être clair, on rapporte ses propos, on ne les cautionne pas, c'est important de le préciser. Bien sûr. Neutralité. Il militait ouvertement pour que la Chine s'affirme sans complexe. Une note parle d'une conférence où il aurait dit, et là c'est vraiment choquant, que la première étape pour la renaissance chinoise serait de détruire le Japon. Carrément. C'est d'une agressivité extrême. Extrême, oui, c'est une rhétorique très violente. On trouve aussi dans les sources sa critique de ce qu'il appelait la philosophie d'esclave, Yangnu Jesue. Oui, la philosophie de l'esclave de l'étranger. Ça visait, selon lui, l'obsession pour l'apprentissage des langues étrangères, surtout l'anglais, au détriment de la culture et de la pensée chinoise. Une critique culturelle forte aussi. Tout à fait. Et toutes ces prises de position très tranchées, ça explique pourquoi il était si controversé. D'un côté, une popularité immense. Beaucoup d'étudiants, d'internautes le voyaient comme une voix patriote, forte, décomplexée. Et de l'autre,
De l'autre, des critiques très sévères. On le traitait d'ultranationaliste, d'excessif. On remettait en cause sa rigueur académique, ses analyses historiques ou stratégiques. Le matériel donne des exemples de ces controverses. Un parent inquiet de l'usage de l'exemple de Liu Halan, une jeune martyre communiste, jugé traumatisant. Oui, Un clash rapporté lors d'une conférence à l'université de Pékin, des débats en ligne sur ses sources, notamment sur la corruption sous Mao. exactement. Il y avait une discussion sur Reddit, je crois, qui contestait son affirmation qu'il n'y avait pas de corruption à l'époque de Mao, ce qui est historiquement très discutable. Son surnom non officiel, le faucon chinois, ça résume bien cette image, non? Ça résume bien cette image intransigeante, oui. Mais il faut aussi parler de son style d'enseignement. Ah oui, comment il enseignait? Son style est décrit comme captivant, passionné. Il utilisait beaucoup l'anecdote historique, un langage très direct, parfois cru. Il cherchait clairement à secouer son public, à provoquer une prise de conscience nationale. Une sorte de réveil des consciences, à sa manière. Voilà. Et malgré les critiques sur le fond, la forme, elle, séduisait. Il était souvent cité comme un des profs les plus populaires de son université. C'est cette tension qui est intéressante en fait. Exactement. Un personnage capable de susciter une adhésion énorme chez certains par son patriotisme, sa flamme, et en même temps d'être rejeté par d'autres comme un idéologue, un simplificateur, voire dangereux. Alors, si on met ces deux figures, Sun Tzu l'ancien, Hajiu Yujin le moderne, côte à côte, qu'est-ce que ça nous apprend au final? Qu'est-ce qui ressort de cette confrontation? Ce qui est frappant, c'est de voir à quel point un texte ancien comme L'Art de la guerre reste une référence. Toujours. Ses concepts, sa grille de lecture, ça fonctionne encore pour analyser les rapports de force. Ça, c'est clair. Mais l'exemple d'Ayujin, ça montre aussi la plasticité de ces textes. Ils ne sont pas figés dans le marbre. Ils peuvent être repris, réinterprétés, parfois instrumentalisés, soyons clairs. Pour servir des causes d'aujourd'hui. Exactement. Ici, un nationalisme très affirmé. La stratégie, en fait, ce n'est jamais juste technique. C'est toujours pris dans un contexte, une idéologie. On sent bien cette tension entre la rationalité froide, la prudence calculée de Sun Tzu, le Shanzhan, la conscience des coups, l'idéal de gagner sans combattre, Oui. et la ferveur nationaliste, parfois belliqueuse, d'un Ayujin. Est-ce que c'est une évolution logique, une trahison, ou juste une adaptation à un monde différent? C'est sans doute un peu des trois. Sun Tzu, il écrivait dans un contexte de guerre entre États assez similaires, en Chine. Ayujin, lui, il parlait dans un monde globalisé, avec une compétition entre grandes puissances très différentes, et avec le poids d'une histoire récente vécue comme humiliante par la Chine. Le fameux siècle d'humiliation. Voilà. Son insistance sur la force, on peut la voir comme une réponse à ce contexte perçu comme hostile ou injuste. Mais c'est sûr que ça s'éloigne de l'idéal de retenue, de finesse, de Sun Tzu. Pour ceux qui s'intéressent à ces sujets, qu'est-ce que cette juxtaposition implique? Comment on aborde l'étude de la stratégie, de l'histoire militaire aujourd'hui de manière éclairée? Je crois que ça montre surtout l'importance de revenir aux sources, de lire Sun Tzu soi-même en essayant de comprendre son contexte, mais aussi d'analyser de manière critique les interprétations qu'on nous propose. Ne pas prendre les interprétations pour argent comptant. Exactement. Savoir faire la part des choses entre les principes stratégiques, peut-être intemporels, et leur habillage idéologique du moment. On peut admirer la profondeur de l'art de la guerre sans pour autant valider toutes les lectures qui en sont faites, surtout les plus enflammées. Garder l'esprit critique. Toujours, c'est notre meilleur outil. Bien dit. Bon, si on devait résumer notre exploration d'aujourd'hui, on a revisité les fondamentaux de Sun Tzu, l'évaluation rigoureuse avant d'agir, la conscience du coût humain, matériel, l'importance de la vitesse, de la souplesse, de la tromperie maîtrisée et d'un commandement éclairé basé sur ces 5 vertus, notamment la sagesse. Voilà. Et on a vu comment cet héritage ancien, il trouve un écho complexe, parfois déroutant, aujourd'hui, à travers la figure d'Ayujin. Un universitaire passionné, patriote, oui, mais dont l'interprétation très nationaliste et la rhétorique agressive ont cristallisé autant l'admiration que la controverse. Ça illustre bien les défis d'appliquer des stratégies antiques dans notre monde actuel. Ce qui nous laisse avec une dernière pensée. Une question ouverte peut-être. Sun Tzu a écrit cette phrase célèbre. « Le sommet de l'art militaire est de soumettre l'ennemi sans combattre. » Un idéal puissant, oui, presque un paradoxe pour un traité de guerre.
un idéal de suprême habileté stratégique. Tout à fait. Alors la question pour méditer, ce serait, dans notre monde actuel, hyper connecté, mais toujours plein de rivalités, de conflits, comment cet idéal de victoire sans bataille peut-il encore s'appliquer? Vaste question. Et surtout, où est-ce qu'on trace la ligne entre la préparation nécessaire, la dissuasion, que prônait Sun Tzu, et une rhétorique de la force qui, même si elle se veut défensive au départ, risque de devenir elle-même une source d'escalade, une source de conflit. C'est la question en relation internationale, non? Trouver cet équilibre hyper précaire entre la prudence stratégique, la préparation, et les mots, la rhétorique, qui peuvent mettre le feu aux poudres. Une réflexion essentielle, oui.